Bonjour Monsieur de Couchecot, on est content de vous recevoir. Et comme ça nous permet d'avoir un entretien, et compte tenu de la connaissance que vous avez du monde et de la France, avec le métier que vous avez effectué pendant des années à l'AFP, nous allons commencer notre entretien sur comment voyez-vous la riposte française ou l'action française autour des événements qui se passent entre l'Ukraine et puis la Russie. Alors, on ne peut pas parler de riposte de la part de la France. On peut parler de se mêler des affaires des autres, éventuellement. Certainement pas d'une riposte, parce qu'on n'a pas été attaqué. On est allé se mêler de choses qui, à la limite, pour lesquelles nous n'avons aucun intérêt économique direct, cynique, commercial, mais qui peuvent être, sur lesquels on peut avoir un jugement, mais pour avoir un jugement, encore faudrait-il avoir des informations complètes et équilibrées. Or, il se passe qu'on assiste dans la partie orientale de l'Europe, et j'insiste bien sur cet aspect des choses, à une guerre fratricide sur le terrain de l'Ukraine, provoquée par des intérêts de notre impérial hégémonique qui a ses propres intérêts outre-Atlantique et dans le monde, et qui ne veut surtout pas voir l'Europe se former en un continent cohérent, complémentaire entre sa partie occidentale et orientale. Pour être plus clair, entre l'Europe occidentale, la Russie et évidemment l'Ukraine, qui est en fait dans le même ensemble que la Russie. Je ne dis pas forcément que c'est le même peuple, comme on dit, bien que 40% des gens qui habitent en Ukraine sont des Russes. C'est bien ce qui a provoqué le début disons, de l'opération militaire spéciale actuelle de février 22, qui elle-même a pris sa racine dans le coup d'État qui s'est produit à Kiev en 2014, qui elle-même, ce coup d'État, faisant suite à ce qu'on a appelé la Révolution orange de 2004. Et disons que le climat général qui a permis ces révolutions de couleur, largement entretenues, sponsorisées, organisées par des fondations comme Soros, Democratic Endowment et autres agences des États-Unis, avec quelquefois des interventions de cerveaux britanniques et malheureusement aussi de l'Union européenne, et même quelquefois français, eh bien, est en fait dû à la création d'un État ukrainien qui est parti malheureusement très mal, alors que moi-même d'ailleurs, je suis de ceux qui pensaient dans tout début des années 90, au moment de l'éclatement de l'URSS, que l'Ukraine avait toutes les chances de bien réussir, parce qu'elle avait beaucoup d'atouts. C'était un pays qui est climatiquement plus favorable que la Russie, plus au nord, qui a des terres arables magnifiques, qui a une industrie, un savoir-faire, une expérience, notamment dans sa partie orientale, c'est le fameux Donbass, qui a un accès à la mer Noire, qui a des échanges, disons, des échanges commerciaux, une appartenance, une intégration économique avec l'ancien ensemble de ce qu'était l'URSS, et qui, malgré l'effondrement des années 90, pourrait continuer à donner des possibilités réelles, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui dans le potentiel, malheureusement, et non dans le réel. En un mot, ce qui a été grave, c'est que malheureusement, c'est sur un plan idéologique que le projet ukrainien n'a pas marché. Il a fallu que les nomenclatouristes, disons communistes d'avant, qui tenaient leur privilège
et leur position de la référence idéologique au communisme soviétique, qui est assez éloigné du communisme en fait, en tout cas théorique, eh bien, arrive à conserver ces privilèges et cette situation privilégiée en l'affirmant sur quelque chose, puisque la légitimité soviétique communiste n'était plus là. Et ils ne se sont pas trop fatigués, je dirais, au niveau des élites, entre guillemets, qui y viennent. Ils ont adopté les éléments qui pouvaient le mieux les distinguer de la Russie pour se faire une personnalité, ce qui a été le cas dans d'autres anciennes républiques soviétiques d'ailleurs, qui n'avaient jamais existé en tant que pays. C'est le cas notamment des pays d'Asie centrale. Eh bien, ils se sont, disons, ils ont choisi une idéologie qui avait été fondée encore en Autriche-Hongrie, parce que la partie ouest de l'Ukraine, la Galicie et la Volhynie, appartenaient à l'Autriche-Hongrie avant 1918. Puis elle a appartenu à la Pologne entre 1918 et 1939, puis 1945. Ce qui d'ailleurs, toute petite parenthèse, quand vous entendez parler du fameux Holodomor, c'est-à-dire la grande famine, qu'avant on appelait la collectivisation forcée, qui a effectivement liquidé énormément de paysannerie dans toute l'Union soviétique, et pas seulement en Ukraine, et sans doute que dans l'Ukraine de l'Ouest, celle de la Galicie et de la Volhynie, encore moins qu'ailleurs, puisqu'elle n'était pas soviétique. Et donc elle n'a pas connu la collectivisation forcée. Et donc elle n'a pas connu de Holodomor. Donc vous voyez, on nous raconte quand même pas mal de salades, et c'est ça que je me plains, c'est que nous, pour arriver à se faire une idée de ce qui se passe, eh bien, il faudrait qu'on ait des informations qui soient un peu plus complètes, un peu plus honnêtes et un peu plus équilibrées. Je reviens à malheureusement l'échec du projet ukrainien, c'est qu'en allant vers cette idéologie austro-hongroise, un peu polonaise, d'hostilité aux autres populations, aux autres peuples qui peuplaient l'espace ukrainien, où il y a toute une mosaïque de peuples, due à l'histoire, mais qui n'est que le résultat d'un conglomérat c'est un Lego, si vous voulez. L'Ukraine a été un Lego, avec des populations qui sont venues d'ailleurs, avec des Serbes, avec des Grecs, avec des Allemands, qui sont partis de là, qui sont arrivés là, sous Catherine II, au XVIIIe siècle, à son appel, parce que l'Ukraine, dans sa partie centrale, était un pays vide, qui avait été vidé par l'invasion mongole et la destruction de Kiev au XIIIe siècle. Quand vous avez une mosaïque comme ça, les gens qui se sont emparés du pouvoir et qui, pour garder leurs privilèges en tant qu'anciens communistes, sont devenus des nationalistes ukrainiens, compromis en plus par une politique de collaboration avec les envahisseurs allemands nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui fait que dans le même pays d'Ukraine, il y avait la partie ouest, donc notamment de la Galicie, anciennement austro-hongroise, parlant allemand souvent, et la partie est, qui n'ont pas été dans le même camp, puisque les uns étaient avec les Allemands et les nazis, et les autres étaient avec l'armée rouge, et ont donc perdu beaucoup de gens, comme l'ensemble de l'URSS, qui, comme vous le savez, a eu quand même 28 millions de morts, et qui, en tout cas en zone Europe, est le pays qui a payé le plus cher la lutte contre le nazisme, et qui est le pays essentiel qui nous en a débarrassé tout de même. Eh bien, ça, avec cette idéologie-là, ils ont voulu imposer aux autres populations de l'Ukraine leur vision qui se développait, qui s'était développée, qui existait dans la partie ouest, en Galicie et Volhynie, en imposant une langue qui n'était pas celle de la majorité de la population en Ukraine, en imposant des credos et en imposant voir une histoire qui était totalement inventée, avec par exemple
des inventions comme le fait que un peuple outre qui existait dans l'Antiquité, mais dont on n'a aucune trace nulle part, aurait creusé la mer Noire, créant ainsi l'Altaï et voir le Piémont de l'Himalaya. Enfin, c'est absurde. Mais ce genre d'absurdités ont été enseignées aux enfants du territoire ukrainien, ce qui a poussé à cette volonté nationaliste et avec les fables qui ont été liées à l'entrée dans l'Union européenne et évidemment en s'appuyant sur une réalité de l'effondrement économique qu'ont connu tous les pays de l'ex-URSS, y compris la Russie. Des oligarchies et des bandits, des bandes carrément de gangsters, hein, de racketteurs, raiders, etc., étaient au pouvoir en fait, étaient au pouvoir dans ce pays et trouvaient la bonne excuse ou la légitimité de leurs activités justement dans cette idéologie nationaliste et excluant les autres. Mais en même temps avec une prétention à construire un État jacobin centralisé, unique, niant toute idée de fédéralisation, de respect des uns et des autres. Bien évidemment, quand on en est arrivé après le coup d'État de 2014, là je saute les étapes, hein. En 2014, quand on est arrivé à un écrasement, à une des premières mesures qui ensuite a été un peu nuancée, sous influence d'ailleurs des sponsors essentiels, c'est-à-dire des États-Unis, de ce coup d'État de 2014, dont nous, la France, avec les Allemands et les Polonais, étions logiquement garants d'un accord avec le président Yanukovych, légalement élu. Eh bien, c'est un accord qui n'a tenu qu'une soirée. Mais quelques temps plus tard, les régions de l'Est de l'Ukraine, russes donc, historiquement russes, rattachées à l'Ukraine uniquement par les bolcheviks pendant la guerre civile, c'est-à-dire en 1920, si vous voulez, eh bien, toute cette conduite, ce rejet, aboutissait à une politique de vouloir écraser, ne pas admettre tous ces mécontentements, toutes ces révoltes, qui pourtant à l'Est ne faisaient qu'imiter ce qui s'était passé à l'Ouest quelques mois plus tôt. Et bien évidemment, l'Ouest a réagi avec son idéologie, avec ses nouveaux intérêts, avec ses nouveaux amis anglo-saxons, en voulant écraser, interdire la révolte de l'Est, d'autant plus que la partie de la Crimée, qui alors là est complètement russe, s'était déjà totalement révoltée d'une manière, alors là, qui a reçu l'appui des soldats russes qui se trouvaient déjà en Crimée, hein, parce qu'il y en avait 11 000 qui étaient à la base de Sébastopol. Hein. Et on pu, sans effusion de sang, organiser un référendum qui a proclamé la réunification avec la Russie. Aujourd'hui, la Crimée, elle se développe, elle était totalement laissée à l'abandon pendant toute la période d'administration ukrainienne. Je peux vous le dire, j'y ai travaillé 3 ans de suite. Donc ça, je connais très très bien. Donc, il y a l'exemple de la Crimée, puis une manifestation pour le 1er mai 2014. Le coup d'État est en février. Le 1er mai, il y a une manifestation à Odessa, aussi vieille ville russe. On dit judéo-russe, qui est vrai. En faveur, justement, d'une fédéralisation, en faveur du respect des langues, des traditions des uns et des autres. Écrasé totalement dans le sang, dans un massacre sur lequel la presse française a fait totalement silence, ou à peu près. Où il y a eu plus de 50 morts officiellement, on n'a pas dépassé 50, parce que sinon ça exigerait des enquêtes internationales
On n'a pas voulu brûler vif, massacrer sur la place dans la bourse du travail de Odessa. Bien évidemment, les régions de l'Est, en voyant ça, ont commencé à se méfier quelque peu. Les régions de l'Est, ce sont des mineurs, ce sont des ouvriers de la sidérurgie, ce sont des gens qui ont la technique en main. Les Ukrainiens de l'Ouest, ce sont plutôt des gens de l'agriculture ou du secteur tertiaire pour ce qui est des grandes villes. Alors que l'armée déjà ukrainienne avait subi toute la période entre 1990 et 2014 de vente à l'encan de tous les matériels, de corruption colossale, de clochardisation, il faut bien le dire, et en plus avec des gens souvent de tradition plutôt paysanne, ils se sont retrouvés à vouloir écraser un mouvement qui lui était avec des gens qui savaient s'organiser puisqu'ils travaillaient ou dans les mines ou dans les usines, dans des équipes. C'est ce qu'à la limite, la façon dont décrit Marx les prolétaires en disant qu'ils sont capables de prendre le pouvoir car ils sont organisés dans leurs usines. Eh bien, ils ont résisté, évidemment qu'ils ont trouvé un appui du côté des Russes, puisque ce sont des Russes, mais sans intervention de l'armée russe, contrairement à ce qui a été dit par des officines diverses et variées. Et l'armée ukrainienne est battue. Kiev est battue. De Baltsevo, enfin bref, plusieurs, vous verrez, il y a eu deux batailles très importantes, et c'est à cause de ça qu'il y a eu des accords qu'on appelait les accords de Minsk. Ces accords de Minsk ont été signés à 2 reprises sous le parrainage entre Kiev, à l'époque président Parashenko, et la deuxième, pour les deuxièmes, et de l'autre côté, les 2 républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Ce sont les grandes villes de l'Est de l'Ukraine. Et là, sous le parrainage de la France, de l'Allemagne et de la Russie. La Russie n'est pas partie prenante de l'accord. Elle parraine cet accord au même titre que l'Allemagne et que la France. Ces accords de Minsk n'ont pas été respectés. Ils prévoyaient notamment une autonomie, un respect de la langue genre de fédération parlée dans l'Est. C'était une fédéralisation si l'on veut. Kiev n'avait pas l'intention de les appliquer. Visiblement, les États-Unis étaient contre, parce que les États-Unis avaient une idée derrière la tête, qui avait déjà été exposée dès les années 95 dans le grand livre du géopoliticien américano-polonais Zbigniew Brzezinski, Le Grand Échiquier. S'il vous plaît, lisez ça, c'est un livre fondamental. D'abord, il est agréable à lire, il est cultivé ce monsieur, il raconte des tas de choses intéressantes, il raconte tout ce qui allait se faire. C'est un bouquin des projets américains de domination du monde. Et on allait utiliser l'Ukraine, et l'Azerbaïdjan aussi, ça c'est pour ça vient, pour pouvoir, quoi faire? Eh bien, affaiblir la Russie, et puis la déchiqueter, la démanteler. Il y a même aujourd'hui une carte faite par ce qu'on appelle la RAND Corporation, qui est un des think tanks de la CIA et d'autres centres de réflexion américains, prévoyant de transformer la Russie en 41 États, alors c'est des réserves indiennes si vous voulez, dans lesquelles les grandes compagnies américaines, notamment BlackRock, qui est le principal investisseur évidemment, qui aujourd'hui possède près de 50% de l'Ukraine, va pouvoir évidemment acheter, utiliser les potentats locaux, ce qu'on appelle des compradors, et pouvoir exploiter ces richesses que les États-Unis, que le Deep State, la banque, considèrent comme anormal que les Russes puissent disposer d'un pays aussi grand avec autant de richesses alors qu'ils ne sont pas anglo-saxons. C'est dommage quand même. Ils considèrent que c'est un problème, c'est ce qu'avait dit notamment Condoleezza Rice, qui a été secrétaire d'État, il connaissait bien la Russie, et qui disait il y a un problème.
Il y a trop de... Ils ont trop de richesses et ils sont trop peu. Et nous, on n'a pas. Et nous, on voudrait. Ça explique tout. Donc le projet américain, c'est d'utiliser l'Ukraine, qui, quand on regarde une carte, est évidemment l'estomac fragile de la Russie. D'autant plus qu'il y a ces populations à l'intérieur et qu'on peut jouer la guerre civile, puisque ça a très bien, si bien réussi aux Allemands et aux Anglo-Saxons pendant la Première Guerre mondiale, en provoquant la révolution bolchevique. Ils voudraient bien faire la même chose. Et donc, il ne s'agit pas qu'un accord de Minsk arrive à instaurer la paix. Surtout pas. Quand l'opération militaire spéciale en février 22, mais vous voyez bien, la guerre, elle n'a pas commencé en février 22. Madame Merkel, qui était la chancelière allemande, qui a signé les accords de Minsk comme parrainage, et M. Hollande, qui a signé pour les Français. Bon, Parachenko de son côté l'a dit aussi, mais lui c'est un peu normal, il s'en vante. Les accords de Minsk étaient signés pour ne pas être respectés. Gagner du temps. Il n'en était pas question. Mais les Russes y ont cru, eux. Et ils ont essayé de convaincre les gens de Lugansk et de Donetsk, notamment le président Poutine, qu'ils devaient rester dans l'Ukraine et qu'ils allaient simplement obtenir l'autonomie. Eux ne voulaient pas. Ils avaient même organisé des référendums locaux sans du tout la contribution de la Russie, qui était contre. Qui avaient déjà proclamé leur indépendance par rapport à l'Ukraine. Et comme les accords de Minsk n'allaient pas être respectés, il fallait régler la question. À Kiev, déjà, dès 2019, un des grands conseillers du président Zelensky, déjà, il s'appelait Arestovitch, avait annoncé « Nous allons rentrer dans l'OTAN ». Ça, c'est le projet américain, et donc eux se mettaient comme employés des Américains, un peu ce que font nos gouvernants aujourd'hui, enfin, depuis un certain temps. Et il faudra une guerre pour arriver à ce que la Russie n'y oppose pas de résistance. Or, la Russie y oppose une résistance d'abord parce qu'elle n'a pas très envie d'avoir des missiles braqués sur elle à quelques 3 ou 4 minutes de Moscou dans la région de Kharkov, donc au nord de l'Ukraine, et puis parce qu'évidemment, il y a toute une relation et économique et de population qui fait qu'elle ne supporterait pas. C'est comme si les Russes installaient des missiles au Canada et au Mexique. Les États-Unis ne le supporteraient sans doute pas. D'ailleurs, ils n'ont pas supporté lorsque les Soviétiques ont mis des missiles à Cuba en réponse aux missiles que les Américains avaient mis en Turquie. Ce qu'on ne sait pas ici, on oublie de le dire. Je reviens à mon Donetsk, Donbass, parce que c'est toute la région. Pas moyen de respecter les accords de Minsk. Donc pendant 5-6 ans, l'OTAN et l'armée ukrainienne se préparent à faire ce qu'on appelle l'opération à la Croate. Les Croates, en 1995, ont chassé en une nuit toute la population serbe d'une région qui s'appelait la Krajina, qui était le long de la frontière de la Croatie, mais c'était 250 000 personnes, qui étaient là depuis le XVIIe siècle, notez bien. Donc ils avaient quelques droits quand même. Ils ont été chassés en une nuit, beaucoup ont été massacrés et brûlés dans les fours à Zagreb, et puis les autres, ils ont fui en Serbie, où ils ont été, d'ailleurs, comme réfugiés, et je l'ai couvert moi pour l'AFP, donc ça je l'ai vu. C'était un truc assez intéressant, parce que malheureusement ça annonce sans doute des points d'avenir, comme ça annonçait effectivement le projet de Kiev et de l'OTAN de régler la question du Donbass en lançant une attaque de nettoyage ethnique, de massacre donc, pour arriver à faire un peu ce qui s'était passé à Deir Yassin en Palestine, si vous voulez, au début, quand les villages se sont enfuis, pour faire peur aux gens. Et c'est là que les Américains, quand ils disaient au mois de janvier, en fin de février 22, que les Russes allaient intervenir en Ukraine, ils savaient qu'eux allaient intervenir et que les Russes seraient obligés d'intervenir pour défendre un peu la population civile qui allait être massacrée.
Et donc, ils allaient intervenir par l'Est. Et là, les Russes les ont un peu devancés quelques jours avant la lancée de l'offensive, qui était déjà préparée par les barrages d'artillerie dont témoignent les rapports de l'OSCE. Depuis le 13 février, le Donbass est bombardé intensivement pour préparer l'offensive et le nettoyage ethnique. Les Russes interviennent le 22, à quelques jours du début de l'offensive et du nettoyage ethnique et du massacre. Parce que ça aurait été un massacre, confère d'autres massacres qui ont eu lieu depuis dans d'autres régions du monde, si vous voyez ce que je veux dire. Où il y a plus de morts civiles d'ailleurs qu'en Ukraine en 2 ans et demi. Voilà les explications, voilà la chose que malheureusement on ne suit pas, mais évidemment que c'est une tragédie. C'est une tragédie pour le monde russe, évidemment, et le monde russe, j'inclus l'Ukraine. C'est une tragédie pour l'Europe, puisque nous, Européens, nous sommes divisés de notre partie orientale et nous sommes en train de nous ruiner au profit de l'intérêt d'une hégémonie où nous y perdons tout. Nous payons le gaz 3 fois plus cher, nous payons le pétrole, nous payons l'électricité au tarif des Allemands qui font de l'électricité avec du charbon et de la lignite. Nous achetons du gaz qui vient par les États-Unis sur des bateaux qui polluent puisqu'on nous bassine avec l'histoire de pollution. Enfin, tout est incohérent. Nous subissons une crise de plus en plus nette et financière et en général de concurrence et de perte. Renault faisait son chiffre d'affaires en Russie. On perd plus d'1 milliard avec ça. On a déjà perdu près de 2 milliards avec l'affaire des Mistral, sous pression américaine, avec des promesses non tenues. Par exemple, les Polonais, pour soutenir M. Hollande ou le convaincre de ne pas vendre de Mistral à la Russie, avaient dit « Nous achèterons vos hélicoptères ». Tiens, ils n'ont rien acheté du tout à la France, ils achètent tout aux États-Unis. Et c'est nous qui payons la Pologne, c'est nos impôts qui subventionnons ces pays-là. La Pologne et évidemment les républiques bananières, les républiques baltes. Enfin, les républiques baltes, les gens s'en vont, il n'y a rien à faire, il n'y a que les fonctionnaires qui arrivent à vivre de ce que leur verse l'Union européenne, les appareils qui s'entretiennent eux-mêmes. Voilà la situation dans laquelle on est. On est fou. Et aujourd'hui, en plus, on veut aller faire la guerre. Quel est le but ? Quelle est l'idée derrière? Qu'est-ce qu'on veut cacher avec ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est nous qui allons payer. C'est nous qui payons déjà. Parce qu'en fait, quelque part, en voulant casser la Russie, vaincre la Russie, écraser la Russie, démanteler la Russie. Et là, je pense que c'est raté pour cette fois-ci. Mais ils ne vont pas arrêter le projet. Les anglo-saxons n'arrêtent pas. Eh bien, c'est nous qui sommes les victimes, et en revanche, la Russie, elle s'est fortifiée. Je dirais que d'un certain point de vue, cyniquement et sans vouloir exagérer, les sanctions leur ont fait un peu de bien. Parce qu'eux aussi faisaient dans le comprador. Eux aussi avaient la maladie des pays qui ont des matières premières riches, qui ne foutent plus rien, parce qu'ils préfèrent acheter, c'est plus facile, au lieu de produire. Là, on les a obligés à se remettre à la production. C'est un pays qui s'industrialise, qui se réindustrialise, qui a reconstruit un système économique et bancaire plus correct, qui a rétabli les relations internationales avec d'autres pays, qui a basculé vers l'Eurasie, c'est vrai, puisqu'il a été rejeté par l'Europe occidentale sous les ordres du maître d'outre-Atlantique. Alors nous, on est dans quoi? C'est quoi notre situation dans cette histoire? C'est nous les grands perdants, et on continue. Mitterrand avait une formule qu'il a communiquée à un journaliste quelque temps avant de décéder. Il avait dit l'ennemi de la France, c'est l'Amérique. C'est Roland Dumas qui a redit ça, effectivement. Ouais, la seule chose dont qu'on veut dire, c'est que ça n'a pas été vraiment transmis. Absolument. Ni aux successeurs, ni aux populos. Aujourd'hui,
est-ce que vous pensez que le référendum, et si le peuple français, le peuple européen pouvait se prononcer, est-ce que vous croyez qu'il serait pour ou contre? Et quelle est votre vision du référendum, tout simplement, pour peser dans les décisions de nos dirigeants qui sont complètement fous, quoi? Alors, il y a deux. Là, c'est un jugement de valeur. Moi, comme journaliste, je regarde j'essaie de chercher les faits. C'est ce qui est le plus difficile dans notre métier, mais ça, on a tendance à l'oublier un peu. Je dirais, bon ben, d'abord, pour ce qui est de la France, mais la Hollande aussi, d'ailleurs, on l'oublie un peu. Le référendum, 2005. Eh ben, depuis 2005, on n'en a pas fait d'autres. Parce que les gens ont mal voté. Ils n'ont pas voté comme le voulaient les dirigeants actuels, ou les intérêts, ou les oligarchies qui sont au pouvoir. Donc ça a été annulé, et puis pour ce qui est de la France, un Sarkozy a pu défaire tout ce qui a été décidé par le peuple. C'est un parjure, c'est une offense que je ne comprends pas comment le peuple français a pu pardonner. Il n'empêche, oui, le référendum direct ou d'initiative populaire d'ailleurs, c'est-à-dire que le sujet du référendum puisse aussi être proposé, puisse être soumis à une votation, comme on dit en Suisse, et puisse avoir lieu sur les sujets de société les principaux. Ça, aujourd'hui, bien évidemment, ceux qui détiennent les clés du pouvoir, aussi bien d'un point de vue politique, économique, que idéologique, puisqu'ils mettent de l'idéologie partout en plus, évidemment, ils ne l'admettent pas. Lorsque les QTRE, Gilets jaunes, se sont manifestés et ont, comme par hasard, demandé le référendum d'initiative populaire, c'était justement considéré comme, mais qu'est-ce qu'ils veulent, ces va-nu-pieds, ces QTRE, que se permettent-ils? Ils n'ont pas d'opinion à avoir. Nous, on est pour un gouvernement mondial de gens qui comprennent, qui savent, qui vont servir les 500 millions de nomades libres. C'est pas moi qui ai inventé le mot nomade libre, c'est Attali. Monsieur Attali nous a expliqué ce que c'est le monde de demain, de gouvernement mondial compétent, pas les QTRE, Gilets jaunes, qui veulent faire des référendums. Non, non. 500 millions de nomades libres. Ceux qui vont d'un hôtel 5 étoiles à un yacht, à une villa, etc., etc. Où le ménage et les préparations sont faites par 1 milliard, 1,5 milliard d'autres gens, presque bien hiérarchisés pour qu'ils se battent entre eux, qu'ils soient divisés, mais qui peuvent vivre, qui ont un revenu, qui ont éventuellement même de petites propriétés, pas trop, enfin, et qui desservent les 500 millions de nomades libres. Et puis en dessous, alors là, les pires romans de science-fiction. 7 milliards de prolétaires au sens propre, tels que Marx les décrivait. Des affamés, hagards, qui se battent pour le moindre morceau de pain tombé des poubelles, qui luttent pour simplement survivre au jour le jour. Comme disent les anglo-saxons, hand to mouth, de la main à la bouche, du jour au lendemain. Oh là, vous avez plus de livret rouge caisse d'épargne, comme dit M. Schwab de Davos, vous serez heureux. Ah oui, ça, on sera heureux. On sera 7 milliards à traîner on ne sait où, dans je ne sais quelles conditions. Quelquefois, quelques-uns seront piochés pour aller enrichir le milliard, où ils pourront peut-être grimper les échelons. Et puis nos 500 millions de nomades continueront à se promener sur des plages enfin libres, sauf celles qui seront livrées éventuellement à des travaux d'hiver. Voilà la société qu'on nous prépare. Alors évidemment, une société comme ça, c'est relativement incompatible avec une idée de référendum qui est aujourd'hui une des rares garanties de véritable démocratie compte tenu
de la façon dont dérape la démocratie représentative qu'on avait jusqu'à présent. Il n'est que de voir de quoi sont composées les assemblées aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs. Et quelle tentation il y a d'appareils, d'institutions non élues. Non élues. Comme par exemple l'Union européenne. Vous avez une dame qui peut se permettre de passer des commandes à 72 milliards d'euros sans répondre de rien, qui peut se permettre de lancer la guerre. Elle n'a jamais été élue par personne, ou presque. Et ce sont des appareils qui décident, qui peuvent avoir des conséquences sur notre vie, et nous n'avons rien à dire. Et qu'on n'aille pas nous dire, vous savez, le peuple est tellement bête qu'il serait capable même de voter la peine de mort. Et ça, c'est déjà la justification pour interdire le référendum. Voire il serait capable d'interdire l'euthanasie. Voire il serait capable de ne pas forcément être pour une obligation de mariage ou d'adoption d'enfants dans des termes commerciaux. Vous vous rendez compte un peu ce qu'ils sont bêtes quand même. Hein. Évidemment, on ne peut pas autoriser un référendum dans ces conditions-là. Et évidemment que nous devrions l'exiger si on veut sauver les acquis démocratiques que nous avons eus depuis quand même au moins 2 siècles en France. Merci.